Bien, bonjour à tous. Nous allons ouvrir cette séance numéro 5 sur les applications pour les navires militaires. En introduction, je voudrais rappeler le contexte général, et en particulier du ministère des Armées, qui est celui de la préparation à la haute intensité. Tous les acteurs concernés, évidemment, doivent participer aux efforts. Et les 4 présentations que nous allons avoir, me semble-t-il, sont utiles dans ce contexte-là. Elles illustrent bien je dirais, ce que chacun à son niveau peut apporter dans le cas qui nous intéresse pour augmenter la disponibilité, réduire les délais, aussi réduire les dépendances. Je vous propose sans attendre de commencer avec Madame Hélène Bigot, qui est donc responsable du service pesée stabilité des bâtiments de surface chez Naval Group et qui était auparavant architecte naval et qui, je crois, va plutôt intervenir à ce titre-là. Donc sur une première présentation concernant la prise en compte du fouling dans la conception des navires militaires. Et je vous passe la parole. Merci. Ok. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc en effet, j'interviens dans le titre de cette conférence sur un sujet de fouling dans la prise en compte du dimensionnement des navires militaires via mes anciennes fonctions d'architecte naval. Donc on verra dans un premier temps qu'est-ce que le biofouling, quels sont les impacts que ce biofouling génère sur les navires. On verra dans un troisième temps des études de cas pour illustrer les impacts que le biofouling peut avoir. La prise en compte donc, dans le dimensionnement des navires militaires et une conclusion. Donc qu'est-ce que le biofouling ? Donc, le biofouling est un phénomène naturel d'accumulation d'organismes vivant sur des structures immergées. Donc ça commence par des micro-organismes, puis des algues, puis des coquillages. Donc ça se développe par phase. C'est un phénomène qui s'amorce dès quelques heures. Donc une structure qui est immergée dans l'eau, quelques heures après, commence à développer un premier biofilm sur la surface. Et donc ça se développe très très vite. Donc la particularité, on va dire, de la prise en compte de ce biofouling entre les navires militaires et les navires commerciaux, c'est que les navires militaires opèrent dans une zone géographique qui reste principalement la même. Donc le biofouling qui se développe est habitué à son environnement et donc se développe très très vite, contrairement aux navires commerciaux qui traversent le globe. Et le biofouling qui se développe les quelques heures se retrouve quelques jours, quelques semaines après dans un environnement différent et donc il n'a pas le temps de s'adapter. Donc des biofoulings résistent, évidemment, il y en a dans les navires commerciaux, mais contrairement aux navires militaires, c'est ce qui les différencie. Et le taux d'opérabilité également, un navire commercial est beaucoup plus utilisé qu'un navire militaire, dont le taux d'opérabilité varie en fonction des marines. Donc, quels sont les impacts sur les navires ? Aujourd'hui, il faut différencier 2 types d'impacts, on va dire extérieur navire, le développement sur la coque, les hélices, les appendices, les senseurs, etc. Et le développement interne navire. Donc sur le développement externe navire, ça augmente donc la rugosité et donc ça diminue la vitesse maximale que le navire doit atteindre de manière nominale. Une étude en 2011 indique qu'un encrassement modéré peut induire quand même une réduction de la vitesse du navire de plusieurs nœuds et augmenter une consommation du carburant de 20%. Donc c'est vraiment un sujet majeur qui doit être pris en compte dans la conception des navires. Donc ce qui se passe à l'extérieur se passe également à l'intérieur du navire. Donc on voit ici une belle illustration de fouling dans un circuit d'eau de mer. Les réseaux d'eau de mer sont pris par les coquillages ou par les sédiments qui, à force, peuvent totalement obstruer la canalisation. Donc
ce qui se génère, c'est que forcément, on a une perte de débit qui engendre par la suite sur les échangeurs une perte d'échange, donc thermique, et donc une défaillance des systèmes qui doivent être refroidis, que ce soit au niveau auxiliaire ou propulsion. Au long terme, ça va engager des maintenances correctives qui vont être lourdes et très coûteuses. Donc lourdes en termes de démontage, de nettoyage, donc d'opérations humaines et aussi de coûts, puisqu'il va falloir sans doute changer des pompes, des échangeurs, des choses qu'on ne pourra plus nettoyer. Donc on a illustré la suite par des études de cas. Le développement du fouling doit être pris en compte par plusieurs critères. Dans la conception d'un navire militaire, la première question, c'est de se dire dans quelle zone géographique va naviguer le navire. On ne va pas traiter le fouling de la même manière si le navire reste dans une zone atlantique ou s'il va naviguer en Méditerranée ou dans des zones tropicales. La zone également géographique à quai, puisque certaines zones géographiques sont riches en nutriments et vont favoriser d'autant plus le développement du fouling. Donc ça aussi, c'est une prise en compte dès le début dans la conception du navire. Les périodes aussi de l'année. Si vous avez des marines qui ont tendance à plus naviguer l'été ou l'hiver en fonction des opérations qu'elles ont l'habitude de mener, le fouling ne se développe pas de la même façon si on est en zone tropicale en été ou en hiver ou même en zone Méditerranée. La température de l'eau, évidemment, mais ça recoupe les facteurs au-dessus, la richesse en nutriments. Le taux d'opérabilité du navire, un navire qui va naviguer 210 jours par an et pour lesquels les pompes vont être activées, les réseaux d'eau de mer sont utilisés, donc la filtration en marche, l'électrochloration, etc. Ça favorise à limiter le développement du biofouling. À l'inverse, un navire qui reste à quai, qui n'est pas utilisé, l'évolution de la présence de biofouling est d'autant plus importante. Et la période entre les périodes de nettoyage, ça aussi, c'est un critère à prendre en compte. Donc bien souvent, c'est l'industriel qui conseille l'opérateur sur ce taux de nettoyage, mais c'est à prendre en compte sur la manière dont le client envisage d'exploiter son navire. Donc voilà un peu quelques illustrations. Donc ici, on a une carène d'un navire qui est resté à quai, avec peut-être pendant une année, on va dire 3 semaines où il est sorti à la mer. Et dans la zone de l'Orient, et on voit qu'on a entre 40 et 60 cm de zone de micro-fouling, donc une algue qu'on appelle communément slime, qui est inférieure à 1 mm, donc ça a une algue un peu visqueuse, mais vous voyez qu'il n'y a pas de coquillage, de micro-organismes présentant une épaisseur, on va dire une rugosité. Et à l'inverse, donc on ne voit pas très bien, mais je pense qu'après ça sera diffusé via les rapports. Là, on a une image d'un navire qui, lui, est resté à quai pendant 6 mois, alors que la photo d'avant, c'était 1 an. Là, on est en zone chaude et on a un peu moins de 4 à 5 cm d'épaisseur. Donc là, on n'est plus du tout dans le même type de biofouling. Ici, ce sont des coquillages, donc des bernacles. Et là, on a clairement un impact très majeur sur la vitesse qui peut être attendue par le navire, alors qu'on est dans un délai plutôt raisonnable de 6 mois. Mais la zone géographique a tout son impact. Alors, j'ai mis également cette photo, donc je m'excuse, la qualité n'est pas optimale. Le navire a été nettoyé par un robot qui utilise de l'eau sous pression. Donc c'est ce qui est recommandé pour le carénage des navires, puisqu'il n'y a pas le côté abrasion par les brosses qui peuvent être générées par certains robots. Et seulement 1 mois après, donc 4 semaines en zone chaude, quand on parle de zone chaude, c'est supérieur à 28 degrés d'eau de mer. Dans cette condition, on était aux alentours de 34 degrés d'eau de mer. On voit déjà que donc sur la surface de flottaison et en dessous, on a donc des algues vertes et des bernacles qui sont déjà présents, soit au niveau de la ligne de flottaison, soit au niveau des cordons de soudure.
Donc en à peine un mois, le fouling est présent de manière notable, donc a déjà un impact sur la vitesse du navire. L'impact se fait aussi sur les différents senseurs qui peuvent être sur la coque. Donc on a un exemple là d'un loch qui est à l'Orient pendant 1 an et à l'inverse 6 mois en mer chaude. Donc on voit qu'il est complètement obstrué, il ne fait plus du tout son travail. Les informations du loch servent à bord pour d'autres équipements. Donc l'impact du fouling n'intervient pas seulement sur la vitesse, il peut intervenir sur le fonctionnement d'autres équipements à bord qui sont nécessaires au navire. Donc passons maintenant à l'intérieur du navire. Ce qui se passe à l'extérieur, c'est la première vue du marin, mais il oublie souvent qu'à l'intérieur, les conséquences sont les mêmes, voire parfois pires. Donc, dans les traversées haute mer sont installés des filtres à panier qui ont pour but de récupérer tous les déchets qui peuvent être pompés éventuellement et de limiter aussi la propagation du fouling dans le reste du circuit. Donc on voit ici la paroi d'un filtre à panier. Donc on a plus d'1 centimètre de bernacle et le filtre à panier a été nettoyé 1 mois avant. On est en mer chaude également. Donc ça justifie que le nettoyage des filtres à panier doit se faire de manière très très régulière. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte dans le dimensionnement des navires. Ça veut dire qu'il faut que l'accès au filtre à panier soit très pratique et quasi de manière, je ne veux pas dire hebdomadaire, mais bimensuelle pour le client. Et dans le fond, c'est pareil, on avait 7 cm d'épaisseur de coquillages qui se sont développés parce que ce sont des coquillages qui ne tiennent pas facilement aux parois. Donc en fait, ils se posent, ils se développent et quand l'opérationnel remet en route le système d'eau, le coquillage parfois tombe et se retrouve dans le fond. Donc il y a beaucoup de spécimens. Si les filtres à panier sont chargés en biofouling, la suite et après logique, c'est que ce sont les circuits d'eau de mer qui vont être impactés. Donc on voit ici l'obstruction quasi totale d'un circuit. Donc comme je vous l'ai dit, la conséquence, c'est que quand un circuit est obstrué, ce qui se passe après, l'impact va se générer sur les débits d'eau de mer qui servent à refroidir les équipements et donc également sur les échangeurs. Donc à bord, il y a des échangeurs à tubes ou des échangeurs à plaques. Donc là, ce sont des échantillons qui ont été récupérés dans un échangeur à plaques d'un moteur diesel de propulsion. Et on retrouve, par exemple, ici, vous avez un bernacle d'1 centimètre. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier d'un échangeur à plaques, mais un échangeur à plaques, ce sont des plaques qui sont vraiment très fines, collées, serrées les unes à côté des autres. Donc, on ne pense pas que ce type de fouling puisse se développer de cette taille, surtout en si peu de temps, puisque ça s'est développé en 6 mois. Et pourtant, voilà, ça se développe très vite. Toute la place qui est possible d'être prise est prise par le biofouling. Alors, comment on prend en compte ce dimensionnement dans les navires militaires ? Donc, je m'excuse, mais je pense que vous comprendrez bien que je ne peux pas rentrer dans les détails techniques qui sont quels sont les ratios de l'augmentation des diamètres ou comment est notre expérience qu'on a pu acquérir sur les temps pour visiter les circuits, etc. Donc, je vais rester assez évasif sur les grands principes. Voilà. Donc les grands principes, comme je vous l'ai dit, dès le début, on doit prendre en compte la zone géographique de navigation du navire, de sa mise à quai. Ça, c'est un point qu'on avait un peu négligé, on va dire, en prenant juste en compte le caractère de l'eau chaude, mais en fait le caractère des nutriments qui peuvent favoriser le développement de ces biofoulings est même plus important. Le taux d'opérabilité du navire, ça aussi c'est crucial. Un navire qui est utilisé très régulièrement ou un navire qui est laissé à quai n'a pas du tout le même comportement sur le développement du biofouling. Le choix des systèmes de biofouling qui sont mis en place entre les différentes peintures, les protections cathodiques, le nettoyage qui est associé, comme je vous l'ai dit, nettoyage manuel, haute pression ou autre, tout ça a son importance. Le dimensionnement des réseaux de mer.
Les fréquences donc, de nettoyage des maintenances, est-ce que ce sont des maintenances manuelles, est-ce qu'on les fait tous les mois, toutes les semaines, etc. Sachant qu'on peut aussi adapter en disant qu'un navire qui navigue habituellement dans les zones atlantiques et qui va faire une mission temporaire en Méditerranée, on peut donner des préconisations spécifiques au cas d'emploi spécifique du navire. Et les marges aussi de sécurité qui sont appliquées dans le dimensionnement des tuyauteries pour s'assurer que le débit soit toujours admissible dans les circuits thermiques en prenant en compte la présence minimale de fouling. Donc, de manière un peu plus ciblée, donc pour la coque, pour une température d'eau de mer inférieure à 20 degrés, on considère qu'un nettoyage et un contrôle annuel est suffisant pour garantir les vitesses nominales du navire. Et quand on se retrouve dans une température d'eau de mer supérieure à 28 degrés, il est préférable d'avoir un contrôle et nettoyage mensuel. Donc c'est assez lourd aussi pour les clients, puisque il faut prendre en compte au fur et à mesure ou penser à l'investissement d'un outillage de nettoyage. Pour les réseaux d'eau de mer, donc c'est pareil, pour une eau inférieure à 20 degrés, tout ce qui est nettoyage et contrôle annuel suffisent. Et à l'inverse, quand on arrive à 25 degrés, il est préférable d'avoir donc des contrôles et nettoyages mensuels et de prendre en compte le surdimensionnement des circuits qui sont les plus critiques. Pour les périodes à quai, il existe donc des modules d'électrochloration qui diffusent en continu selon le débit des chocs chlorés qui permettent donc régulièrement de limiter le développement du biofouling quand les équipements sont à quai. Il est aussi possible de ce qu'on appelle faire une conservation des tronçons, c'est-à-dire qu'on clôture le tronçon, on injecte du chlore dans le tronçon. Donc ça veut dire que le tronçon, par contre, est inopérant pendant toute la période. Mais si le client souhaite, pendant une période assez longue, se dire que le navire reste à quai, il veut préserver l'équipement, c'est une solution qui existe. La mise en circulation périodique des pompes pour éviter la stagnation, ça c'est le plus courant. Et comme je vous l'ai dit, le surdimensionnement raisonné des tuyauteries. Donc en conclusion, donc le fouling est vraiment un paramètre critique pour la disponibilité, les performances et le coût de la maintenance du navire. Ça doit être pris en compte dès la première phase de conception du navire. Le retour d'expérience démontre la nécessité d'une approche différenciée en fonction de la zone d'exploitation, du profil de la mission du navire et de son taux d'opérabilité. On ne va clairement pas mettre les mêmes dispositions techniques pour tous les navires. Et l'intégration des marges et des dispositifs préventifs pour nettoyer et prendre en compte le développement du fouling dans ce navire. Voilà. Je ne suis pas sûr qu'on ait dit qu'on voulait 4 frames brestoises et 4 frames toulonnaises et qu'on ait spécifié qu'il fallait peut-être que les circuits eau de mer soient dimensionnés différemment pour les bateaux brestois et les bateaux toulonnais. Donc je crois pas, quoi. Et donc ça c'est une première question. C'est-à-dire qu'en fait, dans votre exposé, il y a bien aussi cette notion-là, c'est-à-dire qu'il faudrait spécifier autrement, parce que si vous répondez à un appel d'offres où au final il n'y a pas de oui. L'eau n'est pas spécifiée ou le port d'attache n'est pas spécifié, vous allez livrer le même bateau. Tout à fait. Le port d'attache, le taux d'opérabilité, en effet, ça, ce sont des critères importants. On ne conçoit pas un navire de la même manière s'il est exploité ici dans des zones atlantiques ou s'il est vendu pour un client dans le golfe arabo-persique. Et c'est la même question pour le choix du système. Vous parlez du système d'électrochloration ?
Non, mais du système global, la peinture plus protection Oui. cathodique plus nettoyage. Donc c'est En le effet, même la logique n'est problème. pas la même. La En logique, effet, nous, on on- n'a pas, pour nous- l'instant, entre l'État et Naval Group, toutes les spécifs sont séparées. C'est-à-dire on vous spécifie un bateau neuf avec un certain type de peinture, mais on le découple du système de nettoyage envisagé. Alors qu'en fait, on devrait oui, ça serait mieux. Ouais. une performance globale requise, Ouais. et vous nous offrez une solution globale en Oui. disant cette peinture-là plus cette périodicité de nettoyage plus cette protection cathodique permet d'atteindre la performance. Ou alors nous donner le choix entre plusieurs solutions. En fait, on n'y est pas, c'est ça que je veux dire. C'est que et que c'est peut-être pas un problème à résoudre que par Naval Group. C'est Oui, c'est un problème global. Oui, oui. Pour les frégates qui sont alternativement en Bretagne ou en Méditerranée, comme elles peuvent tourner de toute façon aussi, en fait, c'est bien au niveau de la maintenance que vous pouvez l'adapter. Parce que on aura de toute façon tôt ou tard un de ces bateaux qui va se retrouver. Il faut probablement mieux augmenter, peut-être accroître les opérations de maintenance sur les bateaux qui sont en Méditerranée par rapport à ceux qui sont en Atlantique, mais plutôt que d'essayer de faire un bateau différencié, quoi. Je ne sais pas si ça fait du sens ou pas. Mais... Ça dépend le coût de différenciation. Et en soi, la différenciation intervient surtout quand on est dans des zones géographiques où le développement entre l'une et l'autre zone du biofouling est vraiment notable, du changement du tout, rien. Là, en effet, si on est dans une zone Bretagne ou une zone Atlantique, on va avoir une différence en été. C'est vrai qu'on note que dans les circuits d'eau de mer, sur des échangeurs, on peut avoir une baisse de 20% du débit quand on est dans les zones Méditerranée d'été, mais c'est temporaire sur une plage de 2 mois. Donc là, l'adaptation n'est pas tant un système qui doit être différent d'un navire à un autre, mais plus en effet un comportement de maintenance à adapter. Et là, nous, côté Naval Group, on peut faire des préconisations, des adaptations du plan de maintenance spécifiques pour cette période estivale. Mais mon exposé était surtout pour des zones très différenciantes, type zone atlantique, zone tropicale. Les patrouilleurs outre-mer, ils sont affectés à une base outre-mer, ils vont pas changer. Hein. Celui qui est à Tahiti ne va pas aller à Nouméa. Enfin, c'est pas vous qui l'avez conçu. Mais oui, ils sont bien affectés. Ils sont bien affectés à une zone particulière. Et là, on ne va pas les échanger. Vous les avez conçus. Alors, vous auriez pu proposer des circuits de mer adaptés à telle zone et à telle zone. Enfin, il y a encore du travail à faire. Mais ce qu'on préconise aussi, c'est vrai que j'en ai pas parlé, c'est en fonction des zones géographiques très particulières, c'est-à-dire les zones chaudes, soit un peu dans des zones fermées, c'est-à-dire pas ouvertes au océan ou choses comme ça, où il peut y avoir des microcosmes particuliers, c'est d'implanter des plaques tests dès le début du programme pour voir quel type de fouling se développe, en combien de temps, pour adapter au mieux les préconisations sur l'utilisation du navire. Mais je ne suis pas une experte du fouling, mais de ma connaissance sur, par exemple, le porte-avions, en fonction de ces zones de navigation, il y a des adaptations spécifiques à l'opérabilité du navire et la maintenance associée à réaliser en fonction de ces zones de navigation. Si on avait une boule de cristal, ça aiderait quand même. Il n'y en a pas aux États-Unis, mais il y en a en Europe. Oui. Romain Evrard, à l'état-major de la Marine jusqu'à l'an dernier. Et ça fait partie des études que la Marine et la DGA ont commandées pour établir les cahiers des charges. C'est-à-dire qu'on a vérifié les domaines sur lesquels on pouvait rencontrer des évolutions de la température, de l'eau, de l'air, mais aussi de l'acidité, de la densité de particules,
pour ensuite le mettre dans nos cahiers des charges pour les prescrire pour les prochains programmes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait en interne État et qu'on donne tout cuit en fait, à Naval Group dans les prochains cahiers des charges. Oui, j'avais une question. Vous n'avez pas parlé des matériaux des circuits haute mer, en particulier les bateaux civils. Il y a très souvent de l'acier noir, hein, ce qui est beaucoup moins vrai chez Naval Group. Est-ce que vous avez constaté des écarts importants selon qu'on met de l'acier noir, du cupro-nickel ou d'autres? Alors, oui, il y a des écarts importants. Et en fait, le cupro-nickel aussi demande une attention particulière quand on utilise du choc chloré dessus, parce que ça peut, si les concentrations sont trop fortes, détériorer le matériau. Donc, en effet, ce sont des matériaux qu'on préfère à l'acier noir, mais ce sont néanmoins des matériaux qui sont à surveiller en fonction de la technologie qui est mise en place pour lutter contre le biofouling. Donc c'est pas le matériau miracle, ouais, c'est ce que je veux dire. Merci. Donc je me présente, je suis Robin Diderot, DGA IP, je suis chargé d'expertise de protection des surfaces, et c'est juste pour revenir un peu sur les propos. Effectivement, la DGA ne spécifie pas le port d'attache, mais par contre, elle va émettre des reconnaissances d'aptitude à l'emploi des peintures, et notamment, je pense aux patrouilleurs roturiers où il y a à peu près moitié-moitié qui vont être entre Brest et Toulon, enfin entre la côte atlantique et Toulon. Et notamment sur ce programme-là, le choix du système anti-fouling ne va pas être le même selon le port d'attache. Donc c'est plus à l'industriel de s'adapter avec les peintures qu'il a à disposition et qui font partie du catalogue des peintures reconnues par la DGA. Oui, on est d'accord que oui, en fonction de l'exploitation du navire, il y a une adaptation à réaliser sur l'anti-fouling, oui, sur la coque, mais tout ce qu'on a vu d'autres qui sont dans les circuits et la maintenance associée, etc. Oui, oui, c'était juste plus pour préciser. On est d'accord. Pour tout à l'heure. Non, mais j'en profite juste, c'est à côté. Romain Casal de Bureau Veritas. Alors, j'ai un passif de marin et je me rappelle que sur les bateaux gris, on envoyait des plongeurs avec des petites raclettes pour enlever, hacker tout ce qui était concrétion sur la coque. Oui. Je pense aussi à certains systèmes plutôt nettoyage mécanique des coques hackées. J'ai l'impression que ce n'est pas très efficace, ce type de système. Alors, tout ce qui se mécanique. fait par nettoyage de plongeurs, c'est l'idéal. Enfin, voilà. Par contre, c'est bien souvent le limite à tout ce qui est hélice, appendice. On ne le fait pas pour l'ensemble de la carène parce que c'est trop long. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout adapté. Et le nettoyage, comme vous l'indiquez, par brosse rotative ou choses comme ça, donc ça aussi, ça fonctionne très bien, sauf que ça détériore la couche en fait de biofouling supérieure. Donc l'idéal, c'est quand même de faire un nettoyage très régulier haute pression, au lieu d'avoir recours à une brosse abrasive quand le biofouling est déjà trop présent, trop incrusté. Voilà, donc en effet, c'est le type de nettoyage aussi à adapter en fonction de l'encrassement du navire. Mais l'idéal, c'est nettoyage des hélices, appendices par plongeur et nettoyage coque par hydrogé. Oui, pardon Philippe. Je m'interroge sur la corrélation entre biofouling et corrosion. Notamment, vous parlez des traitements. Alors, la protection cathodique, est-ce que c'est la même ou est-ce que c'est deux systèmes différents? Et d'autre part, les traitements chlorés dont vous avez parlé, est-ce que ça a un effet sur la corrosion ou pas? Alors c'est différent, c'est vraiment un traitement de chlore en fait, pas dans le sens de protection de la corrosion, c'est vraiment pour éviter le développement du biofouling. Et en effet, ça peut avoir un impact, notamment si les circuits sont en cupro-alu. Donc là, oui, il y a en cupro-nickel, pardon. Donc là, en effet, il y a un risque de corrosion. C'est pour ça que le taux de chlore doit être bien maîtrisé pour pas qu'il soit trop, enfin que le chlore soit trop présent pour générer une détérioration du matériau. Oui. Et quand vous parlez de protection cathodique, c'est les mêmes systèmes pour la corrosion et pour ça ou c'est des Non, systèmes c'est pas les différents? mêmes. Non, ce sont pas les mêmes.
Et ils ne se contrarient pas? Non, enfin pas à ma connaissance. Je suis pas, comme je vous dis encore, je suis architecte naval, donc j'irai pas dans le détail pointu, mais peut-être que tu as une idée, mais moi j'ai pas connaissance qu'il y ait une contre-indication entre l'un et l'autre. Mais pour moi, non, ça s'oppose pas, quoi. Enfin, pas à ma connaissance en tout cas.